La biodiversité. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit ? En résumé, on peut dire que la biodiversité, c'est un concept récent pour désigner la diversité de toutes les formes du vivant. La biodiversité, c'est la diversité des gènes au sein d'une population, mais aussi la diversité des espèces animales et végétales et des micro-organismes, ou encore la diversité des écosystèmes et des habitats. Toutes ces richesses naturelles sont liées et interagissent entre elles. C'est ainsi que la modification d'un écosystème ou la disparition d'une espèce a des conséquences en chaîne sur de nombreuses espèces animales et végétales. Alors, pour en savoir plus sur les équilibres complexes et subtils à l'œuvre dans la nature, je suis allée rencontrer les scientifiques du CEMAGREF. Nous sommes ici à Nogent-sur-Vernisson dans le Loiret. Laurent, vous êtes un spécialiste des forêts. En quoi consistent vos recherches exactement ? Alors, nous étudions la biodiversité et nous essayons de comprendre comment la biodiversité réagit aux perturbations liées à l'homme. Et quelles sont ces perturbations ? Eh bien, par exemple, les coupes, l'exploitation du bois. Ici, nous sommes dans une trouée forestière. Nous suivons plusieurs groupes d'espèces, les plantes à fleurs, les mousses, les insectes dont les papillons et les oiseaux. Donc vous étudiez l'écosystème de la forêt ? Oui, absolument. Et ensuite, nous travaillons avec les gestionnaires forestiers de manière à aménager donc une exploitation du bois dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en conciliant la production de bois et la préservation de la biodiversité. La raréfaction des ressources pétrolières ne risque-t-elle pas de renforcer l'exploitation de la forêt ? Absolument. Les enjeux actuels autour de l'énergie et des changements climatiques ont redonné au bois un intérêt majeur car c'est un matériau renouvelable. Aurore Lassos, qui travaille dans notre équipe, étudie les effets du prélèvement bois-énergie sur la biodiversité dans le prolongement du Grenelle de l'environnement. Nous identifions les différentes espèces d'insectes qui dégradent le bois mort. Et pourquoi ces insectes sont importants pour la vie de la forêt ? En fait, parce qu'ils servent de nourriture à de nombreuses espèces, comme les oiseaux, mais aussi et surtout parce qu'ils dégradent le bois mort, ce qui permet de redonner des nutriments au sol. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est les bois morts qui permettent à la forêt de se régénérer. Oui, le bois mort participe grandement à la régénération de nos forêts de demain et d'après-demain. Donc vous vous intéressez aux vers de terre qu'on trouve dans le sol, mais le sol, c'est un milieu vivant. Oui, alors le sol, c'est un milieu vivant et on peut considérer que sous nos pieds se trouve un quart de la biodiversité planétaire, ce qui est absolument extraordinaire, puisque c'est une biodiversité principalement cachée. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le sol d'autre à part les vers de terre ? Alors, à part les vers de terre, on trouve des invertébrés, d'autres invertébrés et des champignons, dont certains on les cueille en automne ici, et également des bactéries. Pour fixer les idées, dans 1 gramme de terre, qu'on peut prélever sur cette petite motte par exemple, si on prend 1 gramme de terre, on peut compter à peu près 2000 génotypes de champignons et puis 4000 génotypes bactériens. Ce qui est quand même complètement fou. Et pourquoi donc vous intéressez-vous plus particulièrement aux vers de terre ? Alors, on s'intéresse aux vers de terre parce que les vers de terre sont ceux qui créent la structure du sol. C'est la raison pour laquelle on les appelle les ingénieurs du sol.
Et cette structure, elle est, je dirais, le fondement de la fertilité, en particulier parce qu'elle assure la circulation de l'eau, de l'air et des nutriments qui sont indispensables à la croissance de la belle forêt qu'on a ici. Il est en train de rejeter un mélange de matière minérale et de matière organique. Donc deux éléments qu'il a intimement mélangés dans son tube digestif. Il le rejette là, on le voit, sous forme de petites boulettes. Ces particules contiennent du carbone et ce carbone va être séquestré dans ces agrégats. Et cette séquestration, elle prend une part importante au niveau de la planète ? Effectivement, oui, elle prend une part importante et on peut considérer à l'heure d'aujourd'hui qu'après les océans, le sol constitue un des principaux réservoirs de carbone à la surface de la planète. Donc Sébastien, qu'est-ce qu'on peut observer à l'écran ? Alors sur cette courbe, obtenue à partir du spectromètre infrarouge, nous observons des spectres qui nous renseignent sur la nature chimique des produits organiques contenus dans les sols. Ensuite, ces informations géolocalisées, nous les intégrons dans une base de données accessible sur Internet et des outils permettent d'interpréter les résultats. À quoi va servir cette base de données ? Alors cette base de données est utile pour les espaces protégés, également pour les collectivités territoriales qui cherchent à mieux connaître la capacité de leur sol à stocker du carbone. Tout est minéral ici, on se croirait sur une autre planète. Il n'y a presque plus de végétation, comment ça se fait ? Eh bien, ces terrains ont été fortement dégradés par la déforestation il y a 200 ou 300 ans. Du coup, lors des fortes pluies, les matériaux érodés sont emportés vers l'aval par le ruissellement et plus rien ne les retient. Et quelles en sont les conséquences ? Les conséquences, elles sont à la fois d'ordre écologique, avec par exemple la disparition des frayères, qui est le lieu de reproduction des poissons, ou bien d'ordre socio-économique, avec par exemple l'envasement des barrages hydroélectriques, ou encore l'augmentation du risque d'inondation. Donc pour remédier à tous ces problèmes, vous avez mis en place des ouvrages d'ingénierie écologique. Comment fonctionne-t-il ? On utilise du matériel végétal, par exemple des boutures, pour reconstituer un nouvel environnement végétal. Installées sur des structures stabilisées, ces boutures vont se développer et créer un nouveau tapis végétal qui va piéger les matériaux érodés plus à l'amont. Et progressivement, la végétation alentour va venir se disséminer, coloniser spontanément la zone, ce qui va permettre d'accroître encore la rétention des sédiments. Et quel est l'intérêt de ces travaux d'un point de vue économique ? Alors bien évidemment, il apparaît nettement plus avantageux de réaliser une action par le végétal ici, une seule fois, que de réaliser des actions de curage de barrages hydroélectriques, par exemple, de manière répétée tous les 10 ou 15 ans, d'autant que cela ne règle pas le problème à la source. Et cette technique devrait être prochainement étendue à tout le bassin versant de la Durance. Nous utilisons des outils de modélisation spatio-temporelle afin de déterminer quelle sera la couverture végétale sur laquelle on pourra compter à échéance de 10, 20 ou 30 ans. Et cela nous permettra de mieux ajuster nos interventions sur l'environnement. Le CEMAGREF s'intéresse aussi à la connaissance et à la restauration des écosystèmes aquatiques. Dans un cours d'eau vivent des poissons, des algues, mais aussi des micro-organismes invisibles à l'œil nu. Vincent, qu'est-ce que vous étudiez ici ? On étudie les diatomées. Ce sont des micro-algues qu'on retrouve dans tous les milieux aquatiques. Et celles qui nous intéressent composent le biofilm. C'est ce qui rend les pierres glissantes dans les rivières. Ça marche les mesures ? Ouais. C'est au printemps surtout qu'on a le plus d'herbicides dans les rivières. C'est lié au calendrier des agriculteurs et c'est à ce moment-là que c'est le plus intéressant
d'étudier l'impact de ces herbicides sur les diatomées. Et pourquoi vous vous intéressez à ces diatomées ? En fait, ce sont d'excellents bioindicateurs de la qualité des eaux. Selon les espèces qu'on retrouve dans ce biofilm, on peut évaluer la qualité de l'eau des rivières. Ce que nous voyons là sur l'écran, ce sont des diatomées agrandies au microscope. Oui, tout à fait. Ici, on peut voir quelques espèces de diatomées. En fait, il en existe plusieurs milliers dans nos rivières. Et cette grande biodiversité nous donne une information très précise sur l'eau, à tel point que le SEMAGREF a pu développer des indices de qualité des eaux qui sont maintenant utilisés au niveau européen pour évaluer la qualité de nos rivières. Eric, vous vous intéressez aux poissons migrateurs, qui sont des espèces en danger. En quoi est-ce important de les préserver ? Tout d'abord, ce sont parmi les poissons ceux qui sont les plus menacés. Au-delà de ça, ils ont une spécificité écologique, savoir que c'est le seul flux de matière organique qui est capable de passer de la mer à l'eau douce, et non pas simplement de couler avec la rivière. Et donc comment faites-vous pour suivre ces poissons tout au long de leur migration ? Alors, l'outil qu'on utilise actuellement, c'est essentiellement la télémétrie acoustique. Le principe, c'est de placer un émetteur sur le poisson, émetteur qui donne les caractéristiques de l'individu, et de le localiser avec des récepteurs, des hydrophones, qui sont sous les bateaux, donc qui permettent une localisation mobile, ou qui sont sous des bouées, et donc qui écoutent en permanence les poissons qui sont à proximité. Donc tout ça, ça permet de localiser les habitats à utiliser, pouvoir les préserver. Nous voici à Montpellier, à la maison de la télédétection. À la suite du Grenelle de l'environnement, les équipes du SEMAGREF préparent la mise en place de la trame verte et bleue. Les milieux naturels deviennent de plus en plus petits, de plus en plus fragmentés, ce qui rend difficile le déplacement des animaux. Et la fragmentation des milieux et la difficulté de déplacement sont encore accentuées par l'effet de coupure liés aux routes, aux autoroutes et aux infrastructures de transport. On voit clairement sur cette carte qu'il y a de grandes régions de France dans lesquelles il n'y a plus d'espaces naturels de grande taille et d'autres dans lesquels les espaces naturels qui restent sont très fragmentés. Donc l'idée, c'est de créer un réseau écologique national avec des réservoirs de biodiversité qui seront reliés entre eux par des corridors écologiques. Donc cette trame verte et bleue, c'est une sorte d'infrastructure naturelle. Donc Roberto, pour identifier les corridors écologiques, vous développez des logiciels de télédétection. Plutôt, on développe des algorithmes de traitement d'images. On traite des images satellites ou aériennes et on aboutit à ce type de représentation, identifier des haies, chose qui est très intéressante pour le déplacement des animaux. Tous ces exemples nous montrent à quel point les milieux naturels sont aussi complexes que fragiles et à quel point il est nécessaire de les préserver pour nous permettre de cultiver et de transmettre la richesse de nos territoires. Les équipes du SEMAGREF, par les recherches qu'elles mènent, contribuent à mieux comprendre et à mieux protéger cette biodiversité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.semagref.fr.